tous dans le cadre donc, du groupe de travail transition écologique de l'association universitaire du génie civil. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Charlotte Roux, chercheur à l'école des mines de Paris, qui va nous parler du logiciel Pléiade. Alors, Charlotte, elle a fait sa thèse à l'école des mines, mais elle a aussi fait un postdoc à l'école des ponts, ce qui fait que je la connais bien, et en plus, on a pendant longtemps été co-responsable d'un cours d'analyse de cycle de vie, dans lequel d'ailleurs on faisait travailler aussi les élèves sur Pléiade. Voilà, bah écoute Charlotte, c'est à toi, je ne sais pas si j'ai dit tout ce qui te concernait. Oui, très bien. Ben, merci beaucoup pour la présentation, puis merci beaucoup pour l'invitation. Mon idée, c'était de vous parler de Pléiade avec une description assez rapide et peut-être de surtout pas hésiter à me poser des questions au fur et à mesure pour que je m'adapte au mieux à vos questions. Voilà, parce que je connais pas forcément tous les cas dans lesquels vous voudriez l'appliquer ou tous les publics. Et donc, voilà, faut pas hésiter à intervenir en plein milieu. Et comme ça, on discute principalement des sujets qui vous importent et on passe plus vite sur ceux qui sont moins importants pour vous. Euh, donc, je peux commencer par peut-être un tout petit peu d'historique sur Pléiade. En fait, Pléiade, c'est une suite logicielle, c'est-à-dire que c'est un logiciel un peu modulaire où il y a voilà, il y a différents modules de calcul. Et historiquement, c'était un logiciel vraiment orienté sur l'énergétique du bâtiment. Mais dans les années 90, il y a un module d'ACV qui s'est développé, puis un module d'ACV des quartiers. Et historiquement, le cœur de calcul était développé par l'école des mines. Et ensuite, il y a une entreprise qui s'appelle Izuba Energy qui a développé l'interface utilisateur et qui a commercialisé le logiciel parce que pour avoir un logiciel facile à utiliser et qui est bien maintenu, en fait, c'est beaucoup de boulot et les chercheurs, on n'est pas, c'est pas vraiment notre travail. Donc, on continuait de développer le cœur de calcul et puis Izuba se chargeait de la commercialisation et puis de la maintenance, de la formation, du service après-vente, de l'interface utilisateur. Et puis, depuis quelques années maintenant, l'ensemble du logiciel est intégralement la propriété d'Izuba Energy. Donc, nous, on continue forcément d'échanger avec eux pour continuer de faire progresser le logiciel, mais c'est vraiment eux qui gèrent l'intégralité du truc. Voilà. Euh, Alors, voilà. Juste pour expliquer un peu les grandes lignes de comment fonctionne le logiciel. Donc, si je reste juste sur la partie analyse de cycle de vie bâtiment, non, il il a changé. Voilà. Euh, En fait, le logiciel fonctionne en deux grandes étapes. On fait d'abord une simulation thermique dynamique d'un bâtiment pour obtenir, on va dire, les besoins en énergie qui correspondent aux choix architecturaux qui ont été faits. Et ensuite, on complète les informations pour avoir une évaluation environnementale par analyse de cycle de vie. Donc, et cette étape, elle est obligatoire en fait pour avoir, ça c'est vraiment important pour assurer la cohérence de l'étude pour que ce qui a été décrit comme enveloppe et comme environnement extérieur et comme usage du bâtiment corresponde bien ensuite à ce qu'on va mettre dans l'analyse de cycle de vie. Voilà, notamment, voilà, si on fait un bâtiment en béton et puis après qu'on veut changer par une ossature bois, eh ben, même si on a à peu près la même isolation dans les deux cas, en fait, il y a des effets d'inertie qui sont importants et donc on ne peut pas simplement remplacer le béton par le bois dans la CV, il faut refaire une simulation thermique dynamique. Donc ça, c'est vraiment une particularité du bâtiment qui peut permettre aussi d'évaluer finement les cas de confort estivaux. Donc, est-ce qu'il va faire chaud dans le bâtiment en période de canicule et d'éviter des transferts d'impact, par exemple le fait que les gens vont rajouter de la clim si le bâtiment qui est proposé, eh ben, il n'est pas suffisamment confortable. Et donc ça, après, ça se voit forcément dans les résultats en analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est un premier élément. Et donc, Pléiade, en fait, c'est pas un outil d'ACV, c'est un outil d'éco-conception des bâtiments.
avec l'idée d'avoir un usage par les bureaux d'études, les architectes ou les assistances à maîtrise d'ouvrage ou d'œuvre. Et donc, l'avantage, c'est qu'on a une interface, notamment l'interface ACV, qui est assez simplifiée et que c'est accessible à des gens qui vont pas être spécialistes. Alors, euh, l'usage en bureau d'études, c'est beaucoup des gens qui sont spécialistes en énergétique du bâtiment, mais qui sont pas forcément spécialistes de l'ACV. Donc, voilà, c'est assez simplifié sur cet aspect-là et ça permet une cohérence, une grande cohérence entre l'étude qu'on va faire en thermique et l'étude environnementale. Mais ça a les défauts de ses avantages, c'est-à-dire que du coup, il y a un certain nombre de choix qui ont été faits et qui sont simplement dans le cœur de calcul et qui sont pas modifiables. Typiquement, vous ne pouvez pas choisir de faire une allocation économique ou une allocation massique. Voilà, vous ne pouvez pas rentrer dans tous les détails de la machine parce que c'est simplifié pour être accessible à des non-spécialistes. Donc ça dépend beaucoup du coup dans les formations de jusqu'où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut atteindre comme compétences chez les étudiants. Donc c'est fait pour tester des variantes de bâtiments, mais c'est pas fait pour tester toutes les possibilités d'une ACV. Voilà. Donc comme je disais, c'est plutôt une plateforme logicielle pour l'éco-conception. Donc dedans, on a des possibilités d'importer des maquettes BIM. Alors ça peut être aussi, il y a un import Revit aussi, si jamais vous travaillez avec Revit, ou alors des formats IFC ou GBXML. On peut aussi travailler directement à partir de plans, où on va, je vous montrerai tout à l'heure, mais où on va dessiner le bâtiment sur la base des plans dans le modeler. Il y a une partie simulation thermique dynamique. Il y a une partie qui permet de faire les études réglementaires, donc tout ce qui est RE 2020, etc. Puis il y a une partie dimensionnement. Alors nous, honnêtement, avec les étudiants, on n'utilise que la partie simulation thermique dynamique. On s'occupe pas trop de réglementaire, parce que, en tout cas, dans les cours qu'on fait avec l'école des mines, on axe plus sur les côtés physiques du bâtiment et puis études d'éco-conception. Mais ça, c'est des possibilités, notamment bon, peut-être pour aussi des profils plus type licence pro. Ou voilà. En tout cas, il y a une partie, on peut faire les études réglementaires, que ce soit au niveau de la partie énergétique ou de la partie aussi évaluation environnementale. Il y a des possibilités aussi de faire des calculs aéroliques, donc notamment pour regarder les aspects liés à la ventilation naturelle ou des calculs d'éclairage. Donc c'est assez complet sur la conception du bâtiment. Et puis le dernier module, c'est la partie sur les impacts environnementaux. Et il y a un petit module aussi qui permet de faire de la qualité de l'air intérieur. Voilà. Donc, comme je disais, quand on veut faire une étude d'analyse de cycle de vie, on est obligé de faire une étude en simulation thermique dynamique d'abord. Et c'est que une fois qu'on a fait cette étude-là qu'on peut accéder avec notre bâtiment au calcul environnemental. Donc ça, c'est l'interface. Qu'est-ce que je peux dire d'intéressant là-dessus? On peut très facilement accéder à de la documentation et à des vidéos. Pour ce qui est de... Il y a un forum utilisateur aussi où il y a beaucoup d'utilisateurs. Alors, vous trouverez beaucoup plus d'utilisateurs sur la partie énergétique que sur la partie analyse de cycle de vie. Il y a aussi un support technique, mais ça, il faut faire un petit peu attention vis-à-vis des universités parce que ils vont pas répondre directement aux questions des étudiants. Ils vont passer par vous pour répondre aux questions des étudiants. Il faut pas que les étudiants les contactent directement. Voilà, c'est un des trucs qui est demandé pour les universités, quoi, que ce soit plutôt le référent qui les contacte et que les étudiants aient plutôt accès à tout ce qui va être documentation, vidéo, forum utilisateur. Donc quand on commence un projet Pléiade, donc voilà, on dit quel projet on lui donne un nom, etc. Là, je prends la version, j'ai pas pris l'import BIM, etc. J'ai pris la version la plus classique qui est on dessine un bâtiment dans le modeler. Donc voilà, on fait un dessin hein, globalement, on dessine le bâtiment, on met les cloisons, on met les vitres, les portes, etc.
Quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut, de manière assez simple, il y a des jeux de caractéristiques prédéfinis qui vont en fait prédéfinir l'enveloppe du bâtiment. Donc, par exemple, si vous voulez accélérer un peu le process dans la partie thermique, c'est possible d'utiliser ces jeux de caractéristiques prédéfinis. Et après, c'est aussi possible de les modifier, hein. Donc ça va définir vraiment l'enveloppe du bâtiment, donc les murs, les planchers, des fenêtres par défaut, les effets radiatifs euh, pour l'énergétique et aussi bon, les ponts thermiques, enfin vraiment tous les aspects plutôt sur l'énergétique. Voilà, donc on peut sélectionner un jeu de caractéristiques prédéfinies pour aller plus vite. Et si on veut comparer par exemple BBC et passif, voilà, il y a des jeux prédéfinis qu'on peut utiliser pour accélérer. Bon, comme vous pouvez le constater ici, ça peut être des compositions qui sont très 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 simplifiées dans les jeux de caractéristiques prédéfinis parce que l'idée c'est vraiment d'avoir cette correspondance. Qu'est-ce qu'on met comme matériau? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence au niveau de la consommation d'énergie et donc de l'évaluation environnementale? Mais bien sûr, ça, on peut le modifier et on peut rajouter ce qu'on veut. On peut rajouter un bardage, une lame d'air, un pare-pluie, un pare-vapeur. On peut faire des compositions complexes avec des poutres et puis des anthrax qui sont différents. Voilà, on a une grande liberté. Oups là. Dans oui, il change tout seul de truc. Bon, on a une grande liberté de composition, de type de composition qu'on peut faire. On peut aussi, au niveau des vitrages, on peut définir nos propres vitrages, leur géométrie, les caractéristiques des verres qui sont utilisés. Si jamais vous voulez rentrer dans ce niveau de détail-là, c'est possible. Donc, soit de rentrer vraiment dans le détail des composants, soit de rester avec des jeux de caractéristiques prédéfinis très simplifiés pour pouvoir faire des études rapides. Voilà. Bien sûr, il faut... Donc, on a trois grands éléments à utiliser pour faire la simulation thermique dynamique, qui est la première étape. On a tout l'aspect description de l'enveloppe. On va avoir tout l'aspect description de dans quel environnement va se situer le bâtiment. Donc, par exemple, les stations météo. Et bah, forcément, si on est très en altitude par rapport à la station météo qu'on choisit, il faut corriger de l'altitude parce que bah, forcément, plus on monte, plus il fait froid. À noter aussi que maintenant, on a accès à toutes les météos prospectives issues du travail de l'ADEME avec Météo France, là, les données TRAX donc qui permettent de simuler différents niveaux de réchauffement pour les 8 stations qui sont utilisées dans la réglementation en France, donc qui couvrent à peu près tout le territoire. Donc ça peut être intéressant de faire ces études-là. Et voilà, il y a plusieurs façons d'importer des données météo. Voilà. Soit on reste sur un truc très simple, soit on va chercher des données un peu compliquées et on peut aussi rajouter des arbres autour du bâtiment. Donc on peut tenir compte aussi des effets sur l'environnement urbain, des effets d'albédo, des bâtiments proches qui font des masques ou des arbres. Et les arbres, on peut gérer aussi le fait qu'ils soient plus ou moins transparents, des choses comme ça. Donc soit on peut se contenter de quelque chose de très simple avec pas d'arbres et avec des scénarios prédéfinis, soit on peut vraiment rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'il va y avoir dans le bâtiment. Euh, bon, voilà. Euh, Quelque chose qui est important à faire pour avoir une évaluation sur la partie énergétique qui va être suffisamment fine, c'est le zonage thermique. Donc de définir des zones qui vont être considérées à température homogène parce qu'elles vont avoir les mêmes sollicitations. Donc par exemple, elles ont le même usage. Elles vont avoir des scénarios d'occupation, etc., qui sont similaires. Elles sont situées à peu près à la même orientation, donc elles vont avoir des apports solaires qui vont être à peu près identiques. Et puis, elles vont être situées à peu près au même endroit dans le bâtiment, c'est-à-dire celles qui sont en contact avec le sol, ça va pas être la même chose que celles qui vont être en R+8 en contact avec le toit. Donc, il faut séparer les zones en fonction, enfin, il faut regrouper les pièces en fonction des sollicitations auxquelles elles vont être soumises pour avoir, bah, notamment ça peut être assez important pour le confort d'été, pour bien vérifier l'évolution des températures à l'intérieur des zones et s'assurer que voilà, les gens vont pas installer de la climatisation parce qu'il fait trop chaud.
Donc c'est l'un des intérêts de ce moteur de simulation thermique dynamique, c'est que il évalue finement les transferts thermiques et donc il est capable de bien tenir compte des effets d'inertie, des effets des apports solaires, ce qui n'est pas du tout le cas dans le cadre d'un calcul réglementaire. Donc ensuite, la troisième grande partie importante qu'il faut intégrer, c'est l'usage. Parce que le fait qu'il y ait des gens à l'intérieur des bâtiments où ils utilisent leur frigo, ça fait des apports internes de chaleur dans le bâtiment. Et puis, il faut savoir aussi à combien ils veulent se chauffer ou éventuellement à combien ils veulent se climatiser. Donc, quelles consignes de chauffage ou de climatisation ils vont mettre. Donc là, c'est pareil, il y a des scénarios, on peut utiliser les scénarios réglementaires, du coup, c'est très simple à utiliser. On affecte les scénarios ou on peut définir nos propres scénarios si on veut rentrer dans des détails euh, voilà, quel jour de la semaine, est-ce que c'est différent, le jour, la nuit, certaines saisons, etc. Donc là aussi, il y a toujours possibilité d'aller dans un degré de complexité plus ou moins important en fonction du public. Et puis à la fin, donc, on a dessiné notre bâtiment, on a décrit l'usage, on a indiqué, bon, ici, il n'y a pas de masque. On peut regarder ce que ça donne en 3D, bon, sachant que Pléiade n'est pas un outil qui résonne en 3D, hein. L'affichage 3D, c'est surtout pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, pour regarder le bâtiment et avoir une vision globale, mais en fait, le calcul se fait en 2D et demi, donc voilà, il faut bien avoir ça en tête quand même. Mais on peut regarder la courbe du soleil, on peut voir du coup si les masques qui sont autour du bâtiment, ils vont générer des masques importants ou pas, si les bâtiments qui sont autour ou les arbres vont générer des masques problématiques. Et on peut avoir une première vision un peu qualitative du bâtiment. Et puis ensuite, on lance les calculs. Alors vous voyez, il y a deux options. Soit on lance la simulation simple, c'est-à-dire qu'on va évaluer que les besoins en énergie, soit on lance la simulation avec les systèmes. Moi, je vous déconseillerais de faire ça, sauf avec des publics très spécifiques où il y a un besoin voilà, parce que la description des systèmes, elle est très complexe. C'est les modèles de la RE 2020 et donc il faut décrire tous les tuyaux, les pompes, les machins. Ça peut. Bon, si on veut faire de l'éco-conception ou juste de la CV, moi je déconseillerais d'utiliser ça en tout cas dans un premier temps pour simplifier, mais bon, ça peut être utile avec des profils spécifiques, de décrire les chaudières, etc. Sinon, on lance la simulation simple et là, on va plutôt avoir une évaluation des besoins et pas des consommations. Et après, on pourra affecter des facteurs de rendement simplifiés pour tenir compte de la consommation d'énergie sans faire toute la modélisation des systèmes. Et voilà. Et donc après, on a des résultats. Alors là, c'est des résultats plutôt agrégés en besoin de chauffage en kilowattheure par mètre carré et puis les températures max. On peut aussi regarder directement hein, les évolutions des températures dans chacune des zones du bâtiment qu'on a modélisé. Donc on peut voilà, vérifier ce qu'on a fait, interpréter, puis chercher d'abord des améliorations dans la partie énergétique avant de faire la partie ACV. Voilà. Là, on a un résultat sur... donc là, en bleu, c'est la température extérieure, et puis en vert et en rouge, c'est la température dans deux zones différentes du bâtiment. On voit qu'elles ne se comportent pas tout à fait de la même façon. Il faudrait qu'on on zoome pour mieux regarder, mais il peut y avoir des variations très importantes entre les différentes zones. Et donc, ça peut permettre déjà de réfléchir à l'amélioration de la performance énergétique, qui est généralement pour les bâtiments un axe important de la performance environnementale. Et puis ensuite, on va pouvoir envoyer toutes ces informations dans la partie qui va calculer l'analyse de cycle de vie et où du coup, on va regarder les différentes phases classiques, hein, construction, utilisation, rénovation, déconstruction. Euh, donc, comme je disais, on peut uniquement accéder à cette partie ACV quand on a fait un calcul énergétique. Et donc après, on a moi j'ai mis juste des captures d'écran. Après, s'il y a besoin de rentrer dans le logiciel pour regarder des trucs spécifiques, on pourra le faire si vous voulez.
Euh, mais donc voilà un peu comment ça se présente. On a différentes donc il faut qu'on rentre le nombre d'occupants du bâtiment. Ça c'est important le nombre d'occupants du bâtiment parce que ça va gérer les problématiques notamment de consommation d'eau et aussi de gestion des eaux usées donc dans les bâtiments et aussi ça va influencer si on n'a pas calculé auparavant la quantité d'eau chaude sanitaire qui va être consommée dans le bâtiment. Donc voilà, ça va dépendre du nombre d'occupants. On indique la surface, ça c'est intéressant pour avoir des résultats par mètre carré par an, par exemple. Et puis, on a un certain nombre de paramètres par défaut qu'on peut gérer. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser si on veut vraiment aller très vite avec les étudiants, simplifier en considérant les matériaux comme des déchets inertes en fin de vie. Bon, ça vaut le coup si on regarde des bâtiments en béton ou, ou en pierre. Après, si c'est en bois, ça va être beaucoup moins vrai, mais ça, voilà, si on veut surtout montrer la démarche, ça peut permettre de pas mal simplifier la saisie. Bon, ça peut être à discuter. On a une façon très simplifiée, comme on est un outil d'éco-conception, où l'idée c'est vraiment d'être utilisé en phase amont de conception, où on a peu de détails et où on veut aller vite. Il y a peu de détails sur ce qui se passe lors du chantier. On l'examine par un surplus chantier, voilà, les pertes en fait qui sont générées au moment du chantier, et il n'y a pas un détail de tous les on va dire les grues, etc., qui vont être mobilisées au moment du chantier. Les études qu'on a faites sur les bâtiments montrent que c'est quand même une partie qui est très faible, donc on s'est contenté de ce surplus-là. Et il y a des durées de vie par famille d'éléments qui peuvent être changées. Ça, c'est les durées de vie par défaut. Mais on peut tout à fait ensuite aller rentrer dans le détail. Bon, encore une fois, ça complique la saisie, mais on peut aller changer élément par élément les durées de vie typiques si on veut. Mais ça, c'est les données par défaut qui sont utilisées. Pareil pour le transport, il y a des valeurs par défaut. Alors là, on ne peut pas les changer élément par élément dans Pléiade, les données de transport. Là, pareil, hein, nous, les études qu'on a fait sur les bâtiments, elles montrent que en général, la problématique du transport est pas celle qui est prépondérante sur les impacts environnementaux. Si on veut modifier ce chiffre-là, bah, faut faire une somme pondérée en fait hein, des kilomètres pour ajuster ici ou ici. Voilà. C'est possible, mais il n'y a que ce paramètre-là qui peut être accessible ici. Donc, une des choses qui est assez intéressante, c'est que en fait, tout le quantitatif des matériaux va directement être repris de la description du bâtiment qu'on a fait dans la partie énergétique. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas tout le quantitatif à refaire. Et donc, par exemple, aussi, ça peut être intéressant dans le cas où on a une maquette BIM qui est bien faite, et où on a déjà le bâtiment, ben, en fait, les quantitatifs de matériaux vont se faire automatiquement. Alors, s'entend le quantitatif de matériaux qu'on aura décrit dans la thermique. Nous, ce qui se passe assez souvent quand on travaille avec les étudiants, c'est que, par exemple, on ne tient pas forcément compte au départ des fondations parce qu'elles, elles ont pas d'influence sur la thermique. Si on a un vide sanitaire ventilé, bon, bah, il n'a pas d'influence sur la thermique. Ce qui nous intéresse, c'est à la rigueur de savoir si la dalle, elle est isolée par en dessous ou par au-dessus, mais sinon, ça va pas influencer les besoins en énergie du bâtiment. Par contre, c'est des matériaux importants. Et donc, éventuellement, on va les rajouter directement dans la partie ACV. Donc voilà. Donc, tout ce qui va être décrit dans la partie thermique va être récupéré comme quantitatif de matériaux, mais il est possible, en fonction de ce qu'on a fait dans la partie thermique, qu'on ait oublié des éléments. Euh, que ce soit au niveau des tuiles de la toiture, si on a des combles ventilés ou des fondations. Si jamais on a un vide sanitaire ventilé, on n'aura pas forcément décrit ces éléments dans la thermique et donc ils n'y seront pas si on ne les a pas décrits dans la thermique. Euh, mais bon, ça c'est quand même intéressant d'avoir le quantitatif qui se fait automatiquement par rapport à des plantes qu'on aurait dessinées. Euh, Mais alors, on a le quantitatif, mais on a la description des éléments par rapport à leurs caractéristiques thermiques. Par exemple, on a du béton. Ce qui nous a intéressé dans la partie thermique, c'est de savoir
s'il était plus ou moins dense et puis quelle conductivité il avait. Mais par contre, on n'a pas dit si c'était du béton bas carbone ou si, voilà, quel type, si on avait utilisé des laitiers de haut fourneau ou autre. On a juste dit que c'était du béton avec les caractéristiques thermiques du béton. Donc derrière, il va falloir faire une correspondance pour expliquer quel type de béton c'est et éventuellement aussi comment il va être éliminé. Donc une correspondance avec des données environnementales. Euh, donc là, on a une bibliothèque environnementale. Cette bibliothèque, elle est basée sur EcoInvent. Alors c'est nous qui la générons au niveau de l'école des mines. C'est c'est pas Izuba qui gère ça parce que bon, voilà. Mais du coup, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que si vous avez une licence EcoInvent déjà à l'université, nous, on peut éventuellement vous fournir des bibliothèques environnementales. Enfin, voilà, une bibliothèque, par exemple, sur la V3.8. Aujourd'hui, elle n'est pas disponible de façon commerciale dans Pléiade parce qu'ils sont en train de discuter avec EcoInvent de comment voilà, ils sont obligés de payer en fait à chaque fois qu'ils donnent un accès aux données EcoInvent, même si nous, on les retravaille et on les recalcule, etc. Il faut quand même qu'ils payent. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Mais du coup, si jamais dans votre université ou école, vous avez déjà une licence Eco-Invent éducation, bah, on peut, nous, enfin voilà. Vous n'avez pas besoin de payer cette licence Eco-Invent là. Donc ça, c'est un paramètre peut-être important à tenir en compte. Nous, on utilise pour l'instant la 3.8, voilà, avec les étudiants. Et donc, on peut vous transmettre ce type de base à utiliser là. Par contre, encore une fois, comme c'est... donc voilà, on fait des associations et on peut éventuellement dire le béton, s'il est recyclé, s'il est valorisé en sous-couche routière, on va éviter du gravier. Voilà. Euh, je n'ai pas de truc qui montre la bibliothèque environnementale. Euh, c'est juste pour dire que, bon, dans EcoInvent, il y a 19 000 procédés. Nous, dans notre bibliothèque environnementale, on en a 400 ou 500. Donc on a fait des choix et donc c'est possible aussi qu'il n'y ait pas forcément exactement ce qu'on cherche. Et là, ben, l'idée c'est de trouver le meilleur proxy disponible ou éventuellement il y a des stratégies pour mélanger différentes fiches entre elles et faire une nouvelle fiche, ça c'est possible. Ou alors aussi importer enfin, donner directement des valeurs de résultats d'impact environnementaux, mais ça, il faut faire très attention parce qu'il faut s'assurer que ça a été calculé de la même façon que ce que nous, on a fait pour les autres données. Donc, de temps en temps, on peut le faire. Par exemple, si on veut regarder juste le changement climatique, bon, on va pas avoir une variation énorme entre les différentes stratégie. Donc, si les données ont été à peu près produites à peu près comme nous, bah, ça peut passer. Mais par contre, sur d'autres indicateurs, ça peut être compliqué parce qu'il faut vraiment avoir les détails quand même de comment on a calculé. Mais ça, à la rigueur, ça peut être discuté avec nous si jamais il y a un besoin très spécifique pour un projet étudiant particulier. Donc voilà, il y a pas tout ce qu'on veut dans la bibliothèque environnementale. Il y a les principaux matériaux de construction, les principaux équipements, etc. Et donc, comme je disais tout à l'heure, s'il y a des éléments qui n'ont pas été définis dans la partie thermique, alors on peut éventuellement les rajouter. On peut rajouter les équipements, par exemple le ballon CS. Euh, il faut décrire forcément, donc il faut faire les correspondances pour tous les éléments, mais il faut aussi décrire ce qui se passe au niveau de la consommation d'énergie. Notamment, il va falloir indiquer un mix électrique. Alors moi, je vous conseille d'utiliser plutôt euh, un mix classique déjà pour commencer avec les étudiants, de pas forcément utiliser les mix dynamiques. C'est plus précis, mais bon, il faut savoir les maîtriser. Donc après, ça dépend quel public vous avez en face, mais ça peut être plus intéressant de bien maîtriser quel mix on utilise. Bon, là, c'est un truc un peu vieux, mais on peut rajouter du solaire et de l'éolien dans le logiciel. Euh, ouh, alors. Et puis, il faut définir aussi les caractéristiques
quel vecteur énergétique on va utiliser pour la partie consommation d'énergie. Donc, lui, il récupère les besoins et qui va récupérer, Pléiade, il va récupérer de la partie thermique les besoins de chauffage. Il va récupérer aussi l'électricité spécifique qui va être définie sous forme de scénarios de puissance dissipée dans la partie thermique. Donc, il va récupérer des infos qui peuvent être complétées, modifiées en fonction des besoins, mais il va falloir indiquer quel type d'énergie on utilise pour le chauffage. Si c'est l'électricité, on peut mettre une PAC avec un COP. Enfin, voilà, on peut décrire les équipements, enfin la partie consommation d'énergie de manière assez simplifiée. Euh, on Je, peut je- avoir je- accès. Oui, oui, je me permets juste d'intervenir pour qu'on ait encore du temps pour les questions. ah oui. Est-ce que ça pourrait, enfin, je dirais, finir la présentation en une petite dizaine de minutes en abordant les aspects RE 2020 et autres pour qu'après on puisse laisser encore un quart d'heure aux questions, si c'est possible. Oui, alors je peux aller un peu plus vite. Il y a plus, je crois pas qu'il y a encore, il y a plus beaucoup de slides. J'ai fini par les informations tarifaires parce que ça, c'était un élément dont vous aviez besoin. Donc voilà, pour dire qu'on récupère ces informations-là, elles sont récupérées d'avant, mais elles peuvent être modifiées. Il y a une histoire aussi des consommations d'eau qui peuvent être gérées de façon simple en fonction des besoins. Et on peut aussi intégrer les aspects gestion des déchets ménagers ou transport quotidien, mais ça dépend vraiment du périmètre d'étude. Et ensuite, on gère nous-mêmes la durée de l'analyse. Donc, dans la réglementation, c'est 50 ans, mais 50 ans, c'est très court par rapport à ce qu'on observe sur le parc. Et donc, dans la partie éco-conception, vous pouvez choisir vous-même la durée d'étude que vous utilisez. Et ensuite, vous avez accès à un certain nombre de visualisations des résultats, donc sous forme d'analyse de contribution, soit sur un indicateur en particulier, ou soit sur plusieurs indicateurs et avec voilà la contribution. Donc là, on est dans la partie construction pour regarder le détail de d'où proviennent les impacts ou alors des aspects de comparaison de variantes. Et on peut filtrer les indicateurs qu'on veut afficher. Nous, on a accès, alors là, c'est un peu vieux, on est passé en EF 3.0, mais on a accès à Impact Power Plus, Recipe, en fonction des besoins. On peut avoir tous ces indicateurs-là à disposition. Euh, et ensuite, j'ai mis les aspects tarifs. J'ai pas fait de description des aspects réglementaires, donc Pléiade est capable de faire les études réglementaires. Après, moi, je travaille très peu avec cette partie-là, donc je l'ai pas décrite là, mais après, on peut. Enfin, je travaille pas avec cette partie-là, mais après, on peut en discuter. On peut sélectionner des FDES, etc. Bon, les études réglementaires sont possibles à faire. Là, je vous ai mis tous les tarifs parce qu'en fait, il y a un tarif pour chaque module. Nous, ce qu'on utilise en cours, la base, vous êtes obligé de la prendre, c'est la base du logiciel. Ensuite, nous, on utilise la partie simulation thermique dynamique qui permet ensuite de faire les calculs d'ACV. Donc là, c'est un module qui est couplé, soit on fait la RE 2020, soit donc c'est le calcul C-, soit on fait le calcul enfin avec l'interface que je vous ai montré, le calcul qu'ils appellent Equerre. Voilà, mais c'est groupé de toute façon dans le prix. Ce qu'on voit pas, il y a possibilité, voilà, il y a la base EcoInvent ici, mais c'est la 2.2, donc c'est ce que je vous disais, c'est qu'ils sont en train de négocier avec EcoInvent pour avoir les versions, pour avoir un tarif pour les versions 3, c'est un peu compliqué, mais ça ne vous concerne pas si jamais vous avez une base EcoInvent chez vous. Euh, et donc voilà, après il y a tout un tas de petits modules. Donc pour moi, le minimum, c'est vraiment base plus STD plus ACV. Et ça, voilà, c'est 1 324 € hors taxe. Et sachant que, donc ça, c'est pour une licence, mais il y a une offre éducation. L'offre éducation, elle vous permet d'avoir 10 licences fournies pour le prix d'une, accès à un serveur de licence. Donc, voilà, vous pouvez les installer via un serveur de licence sur vos indicateurs, donc fonctionner plutôt avec des jetons plutôt que les installer sur des postes fixes. Et il y a des formations enseignants à prix réduit. Alors moi, je l'ai fait il y a assez longtemps, mais c'est vraiment pas cher. C'est-à-dire que c'était de l'ordre de 50 € par jour ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment pas cher du tout par rapport à des formations professionnelles.
si vous accédez à cette offre-là. Et aussi, à partir du moment où vous achetez au moins une licence, donc 10, un package de 10, quoi, on va dire, pour les universités, vous pouvez avoir accès à 20 licences temporaires pour les étudiants pour installer sur leur propre PC. Sachant que, bon voilà, donc si pour avoir accès à ces licences-là, il faut envoyer un petit mail à Izuba en leur disant, voilà, on est l'école truc, on a des licences de chez vous, on voudrait des licences étudiantes, et puis ils vous envoient un package de 20. Sachant que si vous avez un besoin particulier, parce que cette année vous avez 25 étudiants et pas 20, il faut leur préciser, et généralement ils sont tout à fait compréhensifs. Bon, si vous voulez passer de 20 à 100, je ne sais pas. Mais en tout cas, de 20 à 22, généralement, ça pose absolument pas de problème d'augmenter un petit peu le nombre de licences temporaires étudiantes. Et le dernier truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont une mallette pédagogique, donc qui vous permet d'avoir un support pour un peu les différents modules de calcul de Pléiade. Alors nous, on l'utilise pas trop parce qu'on a nos propres trucs depuis longtemps, mais voilà, ça peut vous aider à avoir déjà des supports pédagogiques en fait pour gérer Pléiade. Voilà. Et puis voilà, le dernier truc que j'ai mis, c'est vraiment, il y a beaucoup de documentation et de vidéos. Donc ça peut vraiment beaucoup aider les étudiants pour gérer l'interface quand ils ont des questions. Il y a beaucoup de ressources en ligne. Voilà. Euh, Merci. Merci Du coup, beaucoup. j'ai une question. Du coup, l'offre éducation, quand tu dis 10 licences pour le prix d'une, donc c'est les licences enseignants finalement, et 20 licences étudiants, c'est ça? Et pour le prix d'une, c'était les 1500 et quelques euros du slide d'avant? Oui, c'est ça, c'est-à-dire Ok. que on choisit on choisit un Oui, en package, quoi, fonction, je comprends, mais oui, en fonction de ce dont vous avez besoin. ouais. Et après, il le multiplie par 10 dans le cadre d'une utilisation voilà, universitaire, non commerciale, etc. Ok. Moi, j'aurais Merci. quelques petites questions au niveau utilité. Donc, si j'ai bien compris, si on veut être à jour et qu'on veut faire un calcul ACV, non pas à partir des FDES, mais à partir d'EcoInvent, soit il faut qu'on paye quelque chose, soit il faut qu'on l'ait déjà en abonnement. Si on n'a pas d'abonnement, parce que la base EcoInvent 2, elle est gratuite, celle-là, normalement. Donc, celle-là, elle est déjà dedans, il n'y a pas besoin de payer en plus. Alors, si vous n'avez pas du tout. Alors, bon, la difficulté, c'est que ça va probablement changer très vite parce Mhm. que justement, ils sont en discussion avec EcoInvent. Donc, du côté d'Izuba, ils se posaient plein de questions sur directement intégrer le prix à la licence équerre ou le laisser de côté. En fait, historiquement, ce qui se passait, c'est qu'on avait accès, d'ailleurs, on a toujours accès à la base EcoInvent 96. Et vous comprenez que là, nous, on a fini par leur dire, bon, la base 96, Mhm. à la rigueur, ça fait une démo du logiciel pour regarder Tout à fait, l'interface, mais on peut pas vraiment faire des calculs avec, quoi. bien sûr. Voilà, donc la base 2.2, ben, Ouais, là, on commence à se dire pareil, c'est-à-dire que ça devient un petit peu tout à obsolète, fait. quoi. Voilà. Dans la même idée, parce qu'en fait, les besoins des étudiants vont être différents entre écoles d'ingé, nous on enseigne en BUT aussi, enfin il y a un petit peu tout. Actuellement, nous, tel qu'on fonctionne, on leur fait faire un calcul ACV multicritère, mais sur la base de FDES, on ne les fait pas nécessairement faire un calcul avec EcoInvent. Et en fait, est-ce que là, on peut faire, quand on a le module RE2020 ACV, on est bien d'accord que dedans, il y a le calcul ACV, mais il y a également le calcul réglementaire, c'est tout compris Oui, dedans. oui, tout à Et fait. voilà, quand on est en RE2020, est-ce qu'il est connecté en direct avec la base INIES? Est-ce qu'il y a une Oui. interface avec une mise à jour actualisée? Alors Est-ce que c'est en direct à ou... quelle vitesse ils actualisent? En tout cas, oui, ils actualisent, c'est-à-dire que comme les autres, en fait, ils sont certifiés RE 2020, Mhm. donc ils Oui, ont donc c'est l'accès, actualisé. voilà, à Très bien. l'API, enfin, ils payent, hein, Et dans ce cas-là, si on veut faire uniquement le calcul en se servant de FDES, on n'a pas Hmm. besoin d'avoir la base de données EcoInvent. Bah non.
Ok. Ça, Et c'est est-ce un, qu'on ça, c'est un grand mystère hein, quand même, parce que toutes les FDES sont calculées à partir des co-invents, mais personne n'a rien besoin de payer pour avoir accès aux FD. Enfin bon, ça me dépasse, mais oui, exactement. D'accord. Et si on veut faire un calcul ACV à partir de FDES, est-ce que ça, on peut le faire? J'entends ACV, pas simplement réglementaire avec l'indicateur carbone, mais multicritère. Est-ce qu'on peut faire un calcul ACV multicritère en sourçant nos données avec les FDES? Ce qui se fait aujourd'hui Alors, d'un point de vue... vous pouvez faire un calcul réglementaire. Dans les FDES, il y a l'accès à différents indicateurs. Alors, moi, j'avoue que la partie réglementaire, c'est vraiment pas celle dont je m'occupe trop parce que Alors, j'aime pas malheureusement, trop c'est le. celle que nous, on nous demande d'enseigner. C'est ça c'est Mm. un peu. On a les deux aspects d'enseignement, mais en tout cas, les étudiants doivent sortir en sachant faire un calcul RE2020. Donc, c'est pour ça que. On- et actuellement, les logiciels qu'on utilise, ils vont sourcer en FDES. On peut faire soit du multicritère, et il y en a de moins en moins. Et c'est pour ça qu'Equer, enfin Pléiade Equer nous intéressait. Et on peut faire avec très peu encore du calcul multicritère, mais en sourçant les données avec les FDES, quoi. Alors, bah, je regarde. Parce que je sais qu'ils font les résultats. Enfin, en fait, la plus grosse utilisation qu'ils ont du logiciel. Enfin, il y a la partie STD qui est beaucoup utilisée par les BE en énergétique, notamment pour les aspects confort d'été que peut pas gérer très bien le moteur RE2020. Et après, la deuxième grande utilisation du logiciel, c'est vraiment l'aspect RE2020. Donc, avec la CV, mais à quel point ils vont dans le détail, enfin à quel point ils permettent d'avoir accès, quelle est l'interface Parce qu'on est bien d'accord, quand on fait le sourcing à partir de la base éco-invente, évidemment, on a du multicritère. ouais, Quand on fait le calcul réglementaire, c'est du monocritère. Mais est-ce qu'on peut faire un calcul multicritère sourcé sur les FDES, quoi? c'est une bonne question. J'ai pas regardé cet aspect-là. Donc, je peux Bah, essayer sinon, on de. pourra avoir la réponse dans un deuxième temps. Hein, c'est pas... Ce qu'il y a, c'est que voir si j'ai accès à cette partie-là directement là. Hmm. Et en attendant, du coup, j'avais une autre question. Est-ce qu'on peut importer un fichier STD existant qui aurait été éventuellement modélisé sous un autre logiciel où il faut intégralement remodéliser dans Comfy Pléiade? Un fichier STD. Hmm. Enfin, un R7, Alors, quoi, du coup. Une USTD, mais c'est un fichier R7, pardon. un R7, alors, je pense qu'il y a, il y a possibilité, je pense, si je fais, euh, voilà, on doit pouvoir faire ça, et donc là, on doit pouvoir dans la partie ACV charger un R7 et travailler à partir de ça. Ok. En faisant un truc autonome. Ça doit être possible, oui. Mhm. Ouais, j'essaye d'ouvrir ce truc-là, mais te charger le. Il me fait des. C'est juste que je suis pas au bon endroit, je pense, dans le logiciel. Hmm. Après, c'est vrai que ouais. Le problème, je trouve, avec les études réglementaires, c'est que bah, déjà les réglementations, elles changent. Donc, quelque part, les gens, ils apprennent quelque chose qui va changer, qui va être modifié derrière. Ce qui est quand même pas. Eh ben, bon, il veut pas me. Ce qui est pas très pratique, quoi, on va dire. Oui, mais c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on enseigne, c'est-à-dire ça dépend du niveau des étudiants. Oui, Voilà, et bien ça sûr, ouais. dépend aussi
Bien sûr, c'est toujours mieux de connaître le fondement du calcul ACV qui, lui, va être basé sur un sourcing sur des bases de données. Mais après, voilà, nous, on sait que nos étudiants, il faut qu'ils font du BIM, ils font du BIM sous Revit, après ils font du Pléiade pour la simulation thermique dynamique, mais au niveau ACV, on n'a pas le temps de leur enseigner complètement comment on modélise toute la partie, je vais y arriver, toute la partie modélisation pour faire des calculs. Donc, ils le font comme ils ont à l'appliquer en bureau d'études quand ils y sont, quoi. Où ils Oui, sourcent je sur des vois. FDES, sauf que nous, on ne veut pas leur faire que de la RE 2020, et c'est pour ça qu'on essaie de faire du multicritère, même si on source sur des FDES existantes et pas, ce qui fait un calcul ACV moins propre, on est d'accord, mais c'est aussi un peu la contrainte qu'on a pour qu'on puisse les former pour qu'ils travaillent. Ils font pas de la recherche derrière, ils travaillent en bureau d'études, quoi. Oui, oui, après, C'est toute la partie assemblage qu'on n'a pas le temps de leur apprendre, quoi. ouais, après, c'est vrai que enfin, le calcul ACV réglementaire, au final, il est assez lourd, c'est-à-dire aller chercher toutes les FDES, au final, c'est relativement complexe. Alors qu'il y a enfin, effectivement, après, ça dépend ce qu'on veut apprendre, hein. Si c'est des gens qui sont en licence pro et qui doivent être directement opérationnels dans un BE derrière pour faire des études réglementaires, c'est sûr que je comprends qu'il faut leur apprendre Tout à dépend, en faire. fait, les objectifs de la formation, en fait, enfin, Ouais, de ce qu'on est censé. Voilà, parce qu'on a des programmes définis au niveau national et on doit le faire, donc voilà. ouais, ouais, ouais. Parce que après la gestion de l'ACV dans la partie éco-conception, en fait, elle peut aller relativement vite. Elle a été faite pour être faite de façon relativement simple. Donc, si vous avez déjà d'autres cours qui font de la STD, c'est vrai que ça peut être assez simple de Mm. compléter les C'est informations un peu avec ça l'ACV. l'idée. Mais après, effectivement, et puis. Oui, c'est parce que sinon, si on voulait vraiment aller dans le détail d'un ACV, enfin, dans le détail de l'ACV, je conseillerais même plutôt d'aller sur, si c'était pas des bâtiments, d'aller sur Brightway ou voilà, ou des outils, ou Activity Browser qui marche bien, ou OpenLCA pour bien voir Mm. voilà, ce qui se passe. Mais On est d'accord. énergie carbone. Alors, voilà, petite, Après, s'il n'y a pas la réponse aujourd'hui, c'est pas grave, hein. On peut échanger par mail par la suite. voilà, j'essaye de regarder un petit peu ce qu'ils ont mis dans la. Alors ça, c'est plutôt les calculs. Ils ont pas décrit énormément les aspects sur les. C'est marrant, sur l'énergie carbone. Je pensais qu'ils auraient mis un peu des trucs sur les. Bon. Mais après, je pourrais. En fait, si vous avez un R7 et tout ça, par exemple, c'est vrai que moi, je travaille pas beaucoup avec ça. Donc, vous pouvez me l'envoyer, puis je peux tester des trucs aussi Oui, pour bon, répondre ça, à vos questions. importer le R7, c'était plutôt une question pour les autres personnes, parce que nous, comme on a Pléiade et comme fille, bon, c'est pas moi qui le fais, c'est un collègue, donc je pourrais récupérer un projet modélisé, mais je sais que parfois, certains collègues ont déjà d'autres R7 existants. Voilà. Mais par contre, c'est plutôt la question sur est-ce qu'on peut faire du multicritère en sourçant sur le FDES. Ça, si on pouvait avoir dans un deuxième temps la réponse, je pense que ça compléterait les infos à transmettre, quoi. Alors, normalement, on peut directement utiliser, voilà, ouvrir un fichier voilà, de n'importe quel logiciel. Mhm. Et donc ensuite, alors après, je cherchais l'information sur qu'est-ce qu'il va y avoir comme valeur accessible. Mm. Est-ce qu'on a que l'impact carbone ou est-ce qu'on a encore du multicritère quand on travaille à partir de cela? Je vois bien hein, associer une nouvelle FDES, tout ça, c'est ce qu'on a sur d'autres outils. Ouais. Mais en résultat, quand on est en mode de calcul là, est-ce qu'on a que l'impact carbone où on vérifie s'il passe le seuil ou pas, ou est-ce qu'on a quand même une ACV multicritère, quoi? Ouais. Ça, je sais pas vous dire là. Bah, c'est pas grave.
on pourra échanger par mail pour. J'espère que oui. Il faudrait que je teste, voilà. Ouais. Prenne le temps de tester qu'est-ce qu'ils Parce ont que mis. autant on les forme effectivement aux attentes des bureaux d'études, à savoir être capable de faire un calcul réglementaire RE 2020, autant on est un certain nombre d'enseignants à vouloir quand même encore leur faire du multicritère pour leur montrer que c'est plus judicieux. Par contre, on ne va pas, alors c'est en fonction du niveau d'études, on est bien d'accord, mais en tout cas jusqu'au bac+3, on ne va pas dans la partie où, enfin, on ne va pas jusqu'à sourcer sur les bases de données type éco-invente, parce que d'abord, ils n'ont pas forcément le niveau pour comprendre cette méthode-là, quoi. Oui, après, voilà, c'est nous, la bibliothèque environnementale, il y a 400-500 process, hein. Finalement, c'est aussi moins que les FDES. Après, il y a la question de, bon, les FDES, enfin, le calcul réglementaire, moi, il y a plusieurs aspects sur lesquels je trouve pas qu'il soit très satisfaisant. Bah, il y a Ah, on la est durée de vie des d'accord. bâtiments, bon, il y a les aspects thermiques, mais même dans les aspects environnementaux, cette histoire d'ACV dynamique simplifié, moi, je On ne va pas suis aborder le très sujet, on est opposée. complètement d'accord. Ouais, c'est vrai Complètement, qu'après, c'est compliqué. Enfin, voilà, la discussion avec les tout à fait. étudiants, d'avoir un minimum de recul critique sur le type de Exactement. choses qu'ils calculent. Bah, nous, Oui. le recul minimum, alors évidemment, on leur parle un petit peu de ce mode de calcul dans les RE20 d'ACV dynamique avec les limites. Mais là où on insiste le plus, c'est réglementaire, c'est du monocritère, mais c'est pas parce qu'ils sortent un impact carbone qu'ils ont fait une ACV. Et c'est pour ça qu'on aime bien Oui. encore avoir des diagrammes radar ou autres Mm. pour, même si le sourcing n'est pas aussi propre que quand on fait un calcul avec avec des procédés qui sont intégrés ou qu'on choisit, au moins, il voit qu'il n'y a pas que le changement climatique, quoi. Et ça reste important comme message à faire passer. Oui. Même à un niveau bac Surtout plus 3. que, Voilà. surtout que en plus, alors, pour une fois, je dis pas trop de mal de. Mais le fait qu'il soit passé quand même de la P01-010 en gros à l'alignement européen en Mm, gros sur la environmental footprint, même s'ils ont fait des petits aménagements, ça c'est quand même un vrai plus quoi, d'être tout à fait. sorti des indicateurs qualité de l'eau, qualité de l'air qui Mm, voulaient pas dire grand-chose et qu'on ait on des. est d'accord. Ça, bon, c'est vrai que ça donne aussi. Ça devient plus intéressant d'aller regarder les Mm, FDES sur ces aspects tout à fait. multicritères que ça l'était Mm. avant. En gros, on va dire que on leur explique le principe de calcul, comment on arrive à une FDES, mais on ne leur fait pas. Enfin, je parle au niveau où nous on enseigne au bac+3. En école d'ingé, peut-être qu'ils peuvent aller un peu plus loin en fonction du temps qu'ils ont aussi pour enseigner. Mm. Voilà. Mais par contre, sur le multicritère, c'est vrai que, enfin moi, on a des collègues dans d'autres formations qui disent non, moi je fais que la RE 2020, que l'impact carbone, parce que c'est ce qui est demandé. Nous, enfin, on est plusieurs. Bon, Florence a quitté la Réunion, mais je sais que c'est pareil. On est encore à insister. On fait d'abord le multicritère et à la fin, on leur dit voilà, maintenant, on va passer au calcul réglementaire, quoi. C'est pour ça Oui. que moi, ça m'intéresserait effectivement de savoir dans un deuxième Eh temps si ben, je vais on y arrive ou regarder. pas, quoi. Voilà. Effectivement, je vais regarder. Mm. C'est bon, si je clique dans tous les sens pendant 10 Oui, oui, minutes, non, ça va, mais ça va être pas. Étant donné que je trouve pas très rapidement la réponse, je vais regarder ça. Mm. Ce serait merci bien, beaucoup. effectivement, qu'ils aient. Après, Voilà. c'est vrai, comme il y a énormément d'indicateurs, je ne sais pas à quel point ils ont développé l'interface de calcul. Je sais que dans la partie éco-conception, c'est quelque chose qu'on a eu à gérer, et donc on a mis notamment ce petit machin-là, qui nous permet de sélectionner des indicateurs, donc de Ouais, ne pas tout à tous les fait. Mm. afficher. Je ne sais pas s'ils ont fait la même démarche Voilà. dans la partie réglementaire. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Parce qu'effectivement, ce qu'on nous voudrait, c'est ce qui est là. On est la même chose dans la partie. Alors moi, j'appelle pas ça réglementaire, puisqu'on le ferait en ACV statique de toute façon, mais que le sourcing soit. Parce que dans la partie que vous avez développée, vous, le sourcing ne peut être que sur EcoInvent. Ah oui. Voilà, c'est Oui, ça. parce D'accord. que, oui, parce que en fait, par exemple, Mm. dans les FDES, la fin de vie, elle est conventionnelle. Ouais. Or, si on considère que voilà, on met en place des stratégies, construire pour déconstruire ou des choses comme Mm. ça, ou alors en fonction de, enfin voilà, on fait sur la fin de vie du bois, par exemple, il y a beaucoup de questions, et en fait, ça va changer les impacts environnementaux, et donc on veut pouvoir le maîtriser.
Et puis les FDES, la difficulté, c'est que c'est vrai que ce qui est très bien, c'est que ça a mobilisé à la communauté industrielle pour produire des données environnementales, mais déjà, on choisit pas vraiment les indicateurs. Donc c'est vrai que nous, avec EcoInvent, c'est nous qui choisissons quels indicateurs on va utiliser. Donc ça nous va bien, parce que notamment, on commence à utiliser aussi de plus en plus les indicateurs de dommages. Et moi, je trouve que c'est assez pédagogique aussi, assez intéressant à, à apprendre. Et on veut pouvoir, voilà, on veut pouvoir vraiment maîtriser les données qu'on Bien utilise parce que sûr. les FDES, on a ces co-résultats d'impact. Ça nous est arrivé d'essayer de refaire les résultats à partir des maigres informations qu'on avait à disposition dans les FDES. Il y a des aspects qui sont pas du tout clairs. Les données par défaut, elles sont Bah, complètement à ça, l'ouest. on est bien Euh, d'accord. Ouais, mais ça, Mm. c'est une vraie question parce qu'en éco-conception, bah, on ne sait pas trop. On regarde une Mm, classe mm, de mm, produits et on a mm. déjà trouvé des. La difficulté, c'est sûr qu'il y a, il y a une vérification par tierce partie indépendante, mais ça n'a rien à voir avec la validation d'une base comme EcoInvent où il y a des milliers d'utilisateurs qui passent leur temps à trouver des bugs. Je suis d'accord. Donc il y a encore des fiches Mm. qui sont assez peu utilisées, qui sont complètement à l'ouest. Personne s'est aperçu qu'elles étaient à l'ouest. Ah, mais on est d'accord, hein. Mais voilà, mais c'est toute la difficulté que nous on a où on doit les former à réfléchir, c'est vrai, mais on doit aussi les former à être opérationnels pour que quand ils soient recrutés, ils soient capables de le faire. Parce que dans les bureaux d'études, ils fonctionnent en utilisant les FDES avec toutes les critiques qu'il y a derrière, mais eux, ils ont besoin aussi d'étudiants qui sont capables de répondre à leurs attentes. Et nous, on essaie de leur donner un regard critique, mais on a une limite aussi jusqu'où on peut aller dans le regard critique, quoi. Ouais, bien sûr, puis des limites de temps. Ouais, Et puis de niveau d'étudiant, hein, tout simplement aussi. Hmm. Donc, Ouais. voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres personnes qui ont des questions, parce que j'en ai posé beaucoup, mais non. Bah, Adélaïde, après, je te dans tous laisse. les cas, il y a mon mail, donc Mm, n'hésitez pas voilà, à me contacter. J'avais proposé à Isouba de venir vous faire la présentation mhm. aujourd'hui, mais ils auraient pu répondre sur les Mais ça, c'est pas questions grave, on aura la réponse dans un réglementaires, deuxième mais temps, hein. C'est vraiment pas grave. voilà. Donc après, voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions ou d'autres demandes, vous m'envoyez un mail et puis voilà, je ferai au mieux pour répondre. Merci beaucoup. Adélaïde, je vais te laisser conclure. Moi, je tenais à vous remercier pour la présentation qui sera donc mise en ligne. Est-ce qu'il y a des oppositions à tout ce qu'on a raconté, des choses que vous voulez qu'on coupe ou pas de problème? Oh bah, Non, vous de voir, mais bon, pas. Vous, de votre côté, il n'y a t'as rien de rien dit confidentiel dans ce qui a été dit et que vous ne confidentiel, hein. souhaitez pas qu'il soit mis sur la chaîne YouTube de la UGC. Non, pas spécialement. Parfait. Adélaïde, je te laisse la parole pour que... Bon, je sais pas ce que j'ai beaucoup à ajouter, à part merci Charlotte, hein. Et puis merci aussi de te rendre disponible après s'il y a des questions éventuelles. Pour qu'ils rentrent plus dans les détails. Peut-être qu'il y aura un lien à faire avec Isuba, effectivement, sur les questions réglementaires. Mhm, Et voilà. mhm. De toute façon, c'est un logiciel qui est déjà pas mal utilisé. Donc, Oui, tout à fait. En fait, il est beaucoup utilisé chez nous depuis très longtemps sur la première partie, c'est-à-dire pour obtenir sur la partie simulation thermique dynamique. Moi, il y a un moment donné, j'avais essayé de regarder avec Ecker, mais j'avais un petit peu du mal. Et justement, parce qu'à l'époque, avec les FDES, il y avait des soucis mais ça fait longtemps, hein, ça fait au moins 10 ans, il y avait des soucis comment on appelle ça, d'import, de choses comme ça. Et je m'étais jamais replongée. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien, mais voilà, reste cette question en suspens par rapport aux pratiques qu'on a, quoi. Ouais, Parce tout que à fait. la question que j'ai, en fait, on n'est pas tout à fait dans le réglementaire. On utilise des fiches FDES, mais Hmm. ce n'est pas que le calcul réglementaire, quoi. Alors Adélaïde hurlerait à raison en disant qu'on utilise des FDES pour faire une ACV, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps de tout faire avec les étudiants et au moins on leur montre le principe, même si le sourcing n'est pas le plus propre du monde, quoi. On est bien d'accord. Après, analyser c'est surtout qu'ils ne une connaissent pas FDES, la c'est méthode de vachement calcul, du coup. intéressant, hein. Nous, on l'a fait avec les étudiants à l'école des ponts. Euh,
on leur transmet une FDES et puis on leur demande de regarder comment c'est construit, C'est quelle ça. partie pris il y a eu, etc. Et ça peut être très intéressant et Ouais, formateur tout aussi. à fait. En fait, nous, on va dire que on fonctionne en plusieurs étapes. En première année, on les fait étudier une FDES. En deuxième année, ils font un petit peu de l'assemblage à la main de FDES pour faire un élément de paroi, de toiture ou de quoi que ce soit. En dernière année, ils passent à l'échelle du bâtiment. Donc, c'est là où on a besoin d'un bâtiment qui est modélisé, où ils font une ACV multicritère. Alors, sourcée sur des FDES, on est d'accord, mais une ACV multicritère. Et à la fin, on passe au calcul réglementaire RE 2020 et on fait une analyse critique entre les différentes approches, quoi. La seule chose que, parce qu'on n'est pas en école d'ingé, je répète, donc les étudiants, nous on a comme des étudiants qui viennent de bac STI, hein, donc il faut qu'ils s'accrochent aussi, hein. La seule chose qu'on n'a pas où on ne va pas, c'est qu'on ne fait pas toute cette partie choisir un processus, faire la partie assemblage, tout ça, on n'a pas le temps de le traiter, quoi. Oui, puis du coup, il n'y a pas de choix de méthode de calcul. C'est en ça que c'est Non, juste non, il n'y a pas de différent, choix de mais c'est pas méthode de grave. calcul, voilà. Ça, on ne leur fait pas. Ce Et qui du est coup, peut-être, je ne sais pas si vous leur apprenez ce que c'est qu'une méthode de calcul et à quoi ça oui, peut oui, servir. on leur donne, mais chez eux, ça, je vais pas te mentir, si on leur parle un petit peu des facteurs de caractérisation, des choses comme ça, mais derrière, les méthodes de calcul CML, etc., non, ça, on n'a pas le temps d'aborder, ça leur passe largement au-dessus, quoi. Mais bon, ils vont en école d'ingé après et au pire, ils l'apprennent à ce moment-là, si l'école le fait. Mm. Parce qu'il y en a en école d'ingé qui vont moins loin même que ce qu'on fait des fois en BUT, hein. Ah oui, tout à Ça fait. dépend, hein, donc voilà. Alors, c'est vrai que j'étais ravie d'apprendre que maintenant l'analyse de cycle de vie était obligatoire via la CTI. Ah, tu t'en remets pas, hein. Ah non, je savais Ah pas. bah, ouais. C'était vraiment. Je trouve ça super. Je trouve ça... Dans les BUT, nous, ça fait un paquet d'années qu'on l'enseigne et c'est obligatoire depuis le nouveau BUT de 2021, quoi. Ah ouais, ok. Par contre, effectivement, comme on fournit des techniciens qui vont aller en bureau d'études, c'est le volet RE 2020. On a la CV multicritère avant, hein, mais c'est le volet RE 2020. Et c'est vrai que les méthodes. Alors, le premier programme était ambitieux, on avait 10 méthodes de calcul et tout, mais personne n'arrive à leur expliquer cette partie-là. Ils n'ont pas le. Enfin, c'est trop. Ça leur passe au-dessus, quoi. Oui, puis vous avez une problématique où c'est des profils dont on attend qu'ils soient directement opérationnels. C'est un petit peu Exactement. différent des profils d'ingénieurs où on attend qu'ils remettent en cause les outils de Voilà. la boîte Mais éventuellement. ça C'est n'empêche pas qu'on leur donne quand même la même quelques formation. éléments. On leur donne quand même quelques éléments de discussion pour qu'éventuellement ils remettent un petit peu en cause ça. Au niveau, notamment, on fait, sur le côté ACV dynamique simplifié, on leur donne quand même, on leur explique quand même d'où sort quand il y a un indicateur, d'où il sort avec les notions de facteurs de caractérisation, toutes ces choses-là, comment c'est calculé. Mais par contre, sur les différentes méthodes d'assemblage, on dit qu'il y a plusieurs méthodes. Et on explique un petit peu ce que c'est qu'une méthode. On a d'un côté les inventaires et puis après on trouve ça, mais on ne peut pas rentrer dans ça, quoi. Mais bon, vaut mieux pas le faire que de le faire et qu'ils comprennent rien, quoi. Et à un moment donné, il faut. Oui, oui, c'est sûr. Il faut ajuster les Voilà. objectifs au profil Exactement. et au temps disponible. De toute façon. Voilà. Je vais peut-être conclure en remerciant beaucoup, hein. C'était très, très intéressant la présentation et les échanges. Et puis, comme tout le monde doit repartir, enfin un certain nombre en cours, on va peut-être arrêter là pour aujourd'hui. Un grand merci. J'aurai sûrement des questions, on reviendra par mail, parce que c'est vrai que j'aimerais Ouais. vraiment l'utiliser. Voilà. Donc, je souhaite une bonne fin de journée à tous. Ouais, En tout cas, bonne fin de merci. journée. Merci Voilà. beaucoup pour l'invitation. C'était ravi. Ah, mais de rien, Merci merci. beaucoup. Merci. Également. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au Au revoir. revoir.